Merci. Et en fait, je pense que plus de gens pourraient s'asseoir s'ils le voulaient. Non, mais c'est peut-être votre organisation. C'est bientôt prévu. C'est très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Amélie Nothomb. Nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau à la librairie Martel à l'occasion de la sortie de votre 32e roman, peut-être le plus personnel, Psychopompe, paru aux éditions Albin Michel. Donc nous allons avoir un échange d'environ 15 minutes pour qu'ensuite vous puissiez profiter et faire dédicacer votre livre par Amélie. Première question assez simple, pourquoi ce livre existe-t-il ? Ce livre existe pour une raison a priori parfaitement dérisoire. J'avais publié en 2019 Soif, que je considérais comme le livre de ma vie. Il y est question de la Passion du Christ. Suite à ça, mon père est mort. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai consacré un livre à mon père. Ce livre est paru en 2021, c'est la dernière fois que je suis venue ici. Ce livre s'appelle Premier sang. Donc il y avait un livre sur Jésus, le Fils. Il y avait un livre sur mon père, le Père. Beaucoup de lecteurs m'ont dit, bon, vous avez écrit le Fils, vous avez écrit le Père, il manque plus que le Saint-Esprit. C'était évidemment un gag, mais ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est au fond le Saint-Esprit ? Et est-ce qu'il y aurait moyen d'écrire un livre sur le Saint-Esprit ? Là, j'ai fait quelques recherches, j'ai un peu réfléchi, et je me suis aperçue que le Saint-Esprit, c'était tout simplement ce que dans les autres religions et dans les autres mythologies, on considère comme la fonction psychopompe. Et psychopompe, tout ce qui permet de faire des liens entre la vie et la mort. Le Saint-Esprit, donc représenté chez les catholiques par une colombe, c'est le psychopompe des catholiques. C'est celui qui vient mettre la Vierge Marie enceinte, paraît-il sous forme d'une colombe ou d'un lys que l'on respire. Donc finalement, toutes les religions, toutes les mythologies ont eu besoin de cette figure du psychopompe, de faire communiquer la vie avec la mort. L'idée étant que la mort n'est pas du tout une frontière infranchissable. Et ça m'a beaucoup parlé. Et c'est ainsi que j'ai commencé à écrire Psychopompe. Vous ouvrez votre roman sur un conte japonais. Pourquoi nous partager ce conte aujourd'hui ? Parce que c'est par ce conte japonais traditionnel qui s'appelle La Grue Blanche que j'ai pris conscience de l'importance de l'oiseau. C'est un conte que me racontait ma nounou japonaise quand j'avais 3 ans, très beau conte, et qui raconte l'histoire d'une femme oiseau qui vient, c'est une grue. Ça aussi, je dois faire un aparté, ça m'a terriblement choquée quand je suis arrivée en Belgique et en France, quand j'ai découvert qu'en langue française, une grue était une femme de mauvaise vie. Je ne peux pas vous dire le choc que ça m'a fait. Chez les Japonais, une grue, mais c'est l'oiseau sacré, c'est le plus sacré de tous les oiseaux, c'est le plus distingué de tous les oiseaux. Et je persiste à me demander au nom de quel contresens absolu la langue française a pu faire de la grue, au contraire, la femme qui vend son corps, ou la femme de mauvaise vie. Ou alors c'était une façon pour la langue française de réhabiliter les femmes de mauvaise vie, mais je ne pense pas du tout que c'était le but de la langue française. Donc la langue française a énormément de qualité et énormément de mérite, mais là, elle a tout faux. Pour ce qui est des oiseaux, la langue japonaise est beaucoup plus forte. Et donc, j'en reviens à ce conte de la grue blanche. Cette femme oiseau s'unit à un homme et ça donne un résultat absolument désastreux parce que l'homme va exploiter cette femme oiseau, faire preuve d'une vulgarité infinie jusqu'à ce que la femme oiseau, à la dernière minute, s'enfuit pour préserver sa vie. Je crois que c'est grâce à ce conte que j'ai pris conscience de la grande distinction des oiseaux et du professeur de distinction qu'un oiseau pouvait être pour l'espèce humaine. Justement, vous dites qu'écrire, c'est voler. Pour quelle raison ? Comprenons-nous bien. On ne vole pas du premier coup. De même que l'oisillon qui sort du nid et dont les parents voudraient qu'il vole n'y arrive pas du premier coup et le plus souvent se plante. On ne raconte pas le nombre d'oisillons qui ne parviennent pas à voler, qui meurent en essayant de voler. De même, l'écrivain ne vole pas du premier coup. Il m'a fallu, je ne sais pas combien d'années d'écriture pour commencer à avoir l'impression de m'envoler. C'est évidemment une impression. Je ne me suis encore jamais élevée dans les airs. C'est évidemment mon but. Qui sait, ça arrivera peut-être un jour. Mais comment vous expliquer que quand j'atteins l'écriture que je veux atteindre,
je me sens dans une disposition physique où vraiment je peux affronter le vide sans aucune crainte, où je sens que je tiens dans le vide. J'ai exactement cette impression qui, me semble-t-il, est l'impression d'un oiseau quand bizarrement il tient dans le vide. Voilà. Le pur cartésien vous dirait qu'après la mort, tout s'arrête, il n'y a plus rien. Et pourtant, votre père vous parle et vous avez des discussions avec lui. Comprenons-nous bien là aussi, je n'ai aucune idée de ce qu'est la mort, je ne sais pas ce qui se passe après la mort, je ne suis pas plus renseignée que n'importe qui. Nous verrons bien, n'est-ce pas? La seule chose que j'ai constatée, et je suis très loin d'être la seule à l'avoir constatée, c'est que pour avoir perdu un être infiniment cher, je me suis rendu compte que le dialogue n'était pas interrompu. Et bon, dans mon cas, ça a eu lieu sous forme de mots. Je suis écrivain, je suis un être de mots. Je sais que pour d'autres personnes, ça a eu lieu de toute autre manière. Des gens qui ont perdu un être cher et à qui cet être cher a fait signe. De quelque manière que ce soit. Je sais qu'on a l'air d'un dingue quand on raconte ce genre de choses. Les gens se disent « Oh mon Dieu, la pauvre, évidemment, elle a perdu son père, donc elle est folle. Elle s'imagine qu'elle discute avec son père. » C'est clair, j'ai aucune preuve de ce que j'avance. Je peux vraiment pas le prouver. Mais je sais que toute personne qui s'est retrouvée dans mon cas, qui a eu un échange de quelque nature qu'il soit avec un être infiniment aimé et qui n'est plus, ne peut être que terriblement troublée. Qu'est-ce qui fait que j'y crois? Je suis plutôt un être rationnel, a priori. Ce qui fait que j'y crois, c'est surtout que je reconnais la voix de mon père. Qu'est-ce qu'une personne a de plus personnel? C'est sa voix. Qu'est-ce qui nous manque le plus quand un être meurt? C'est sa voix. Quand on reconnaît une voix et que cette voix vous dit des choses bien particulières que vous ne pourriez pas inventer vous-même, bon, alors peut-être que c'est le comble de... Merci pour votre compréhension. Peut-être que c'est de l'autosuggestion, mais alors dans ce cas-là, c'est vraiment de l'autosuggestion extraordinairement réussie. Mon père m'a dit des choses que je ne savais pas, des choses que je n'aurais pas pu imaginer, que je n'aurais pas pu inventer. Ça a été extrêmement troublant. Et vous lui avez dit « je t'aime ». Alors ça, j'ai eu la bonne idée de le lui dire la dernière fois que je l'ai vu. D'accord. Je ne savais pas que... Merci 1000 fois. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que je le voyais. Bon, il était âgé et pas en très bonne santé, mais bon, on ne veut jamais croire que c'est la dernière fois qu'on voit son père. Au moment où je lui dis au revoir, la dernière fois, j'ai eu un instinct. Et je lui ai dit « Au revoir papa, je t'aime ». Je ne lui avais jamais dit. Et il m'a dit « Au revoir Amélie, je t'aime ». Il ne me l'avait jamais dit. Nous savions que nous nous aimions, mais nous ne nous l'étions jamais dit. Bon, il n'y a rien à faire, se le dire, c'est quelque chose. Même si on sait se le dire, c'est quelque chose. 8 jours plus tard, mon père mourait. Et ça a été pour moi un terrible choc, d'autant plus que c'était le premier jour du confinement. J'étais confinée à Paris, mon père était en Belgique. Je n'ai pas pu me rendre à ses funérailles, je n'ai pas pu lui dire au revoir. Donc ça a commencé très mal. Et pourtant, c'est là qu'a commencé un phénomène tout à fait extraordinaire. Mon père a commencé à me parler, mais de façon presque ininterrompue. C'était d'autant plus extraordinaire que de son vivant, mon père parlait extrêmement peu, et surtout à ses enfants. Il ne m'avait, pour ainsi dire, rien dit. C'était un être timide, surtout avec ses enfants. Et le voilà qui meurt et qui commence à me parler. Et le dialogue qui a commencé à ce moment-là a été un dialogue, mais sublime, un dialogue comme tout enfant rêve d'en avoir avec son père. Alors ça a donné évidemment premier sang, mais c'était, comment vous dire, c'était pas suffisant. Il a fallu que je raconte aussi les suites de Premier Sang, comment mon père a vécu Premier Sang, parce que mon père était très content que je publie un livre sur lui. Il était enchanté. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que c'était son rêve. Je l'ai appris par une archive de la télévision belge. On interrogeait mon père, je sais pas, il y a 15 ans, et on lui disait « Qu'est-ce que vous pensez de votre fille Amélie ?» Et il répondait « Ah, je suis très fière d'elle, j'adore ce qu'elle fait. Et quel est votre rêve au sujet d'Amélie ?»« Je rêve qu'Amélie me consacre un livre. » Je n'avais jamais vu cette archive. Puis mon père meurt et je me dis « Ah là, il faut vraiment que j'écrive le livre de mon père, c'est indispensable. » J'écris ce livre et puis je vois que c'était le rêve de mon père. C'est fantastique. C'est extraordinaire. Vous avez voyagé en Amazonie, vous avez, je crois, rencontré des chamans. Vous ont-ils permis de développer le psychopompe en vous? Oui.
Aux yeux d'un chaman, tout ce que je suis en train de vous raconter là, c'est la banalité même. Là, vous avez parlé avec un mort, mais la belle affaire. Les chamans parlent avec les serpents, avec les plantes, avec les fourmis, et bien évidemment aussi avec les esprits qui sont innombrables. Et parmi ces esprits, il y a évidemment les morts. Et donc, comme j'ai fait plusieurs séjours dans la forêt amazonienne avec les chamans, ils m'ont initié, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait prendre le breuvage sacré des Amazoniens, qui est le fameux ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une décoction d'une liane. C'est un produit d'une puissance absolument incroyable, qui chez nous est interdit parce que considéré comme stupéfiant. Si quelqu'un ici essaye de vous faire consommer de l'ayahuasca, surtout refusez, c'est très dangereux. Il faut prendre l'ayahuasca en présence des chamans, parce que c'est un produit qui peut être dangereux. Si vous le prenez avec un chaman, le chaman peut vous aiguiller et vous faire vivre des choses très intéressantes, tandis que si vous prenez ça tout seul dans votre coin, je pense que vous risquez de faire d'énormes bêtises. Enfin bref, moi je l'ai pris avec les chamans et ça a donné des résultats incroyables. Et justement, peu avant d'écrire Soif, qui était tout de même mon livre sur Jésus, j'ai dit au chaman, bon, je voudrais parler avec les morts. Il me dit, allez-y, prenez l'ayahuasca, débrouillez-vous. Bon, je bois l'ayahuasca, je suis mis en présence de la liane. La liane est une déesse, c'est une des principales déesses amazoniennes. Elle est d'une puissance absolument incroyable. Et je lui ai dit, grande déesse, voilà, je voudrais parler à un mort, s'il vous plaît. La grande déesse m'écoute, l'air de dire encore une qui veut parler à un mort, mais la routine, quoi. Et, bon, à quel mort voulez-vous parler? Et là, très gênée, je dis, je voudrais parler à Jésus, s'il vous plaît. Et là, je sens qu'elle lève les yeux au ciel en pensant, encore une qui veut parler à Jésus, c'est jamais que la 2 millionième qui vient pour... Bon, ben, je voulais quand même lui parler. Eh ben, j'ai parlé à Jésus. Ça a été très court, extrêmement court, mais vraiment, j'ai vu Jésus. C'était très bizarre parce que je le voyais de bas. Donc j'étais couchée sur ma paillasse avec mon ayahuasca, j'étais complètement dans les vapes. Et je vois Jésus du bas, il avait l'air terriblement malheureux. Et je lui dis, bonjour Jésus, j'ai envie d'écrire un livre sur votre passion, est-ce que vous m'y autorisez? Et il m'a dit, oui, je t'en donne l'autorisation. Bon, et puis il a disparu. Je me suis dit, après tout, je sais tout ce que je voulais savoir, j'ai pas besoin d'en savoir plus, et j'étais très gênée. Voilà, ça fait partie c'est un autre mort avec lequel j'ai eu un contact. Il y en a eu un troisième aussi, mais enfin, je ne vais pas vous raconter tous mes morts non plus. Ce sera pour une autre rencontre. Oui. Être psychopompe, est-ce à la portée de tous? Y a-t-il un mode d'emploi? Le seul mode d'emploi qui me semble évident, c'est qu'il faut se rendre disponible. Il faut faire sentir à la personne avec qui on veut avoir un contact qu'on est là et qu'on est prêt. C'est pas pour ça que ça va se passer. Alors, surtout ne considérez pas comme un échec que ça n'ait pas lieu. Certains morts n'ont tout simplement pas envie de parler. Et s'ils n'ont pas envie de parler, ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas. Ça veut peut-être tout simplement dire qu'ils sont très bien morts, qu'ils ont réussi leur mort du premier coup, que ça va très bien. Donc, ne soyez pas fâchés, vexés ou tristes si un mort ne veut pas vous parler. L'inverse existe aussi. Il y a des morts qu'on n'a pas appelés et qui viennent. Avec cela, faites exactement comme avec les vivants indésirables. Vous leur dites, écoutez, non, je ne souhaite pas vous recevoir, je ne veux pas vous parler, passez votre chemin. Finalement, c'est quand même extraordinaire comme les relations avec les morts ressemblent aux relations avec les vivants. Vous vous livrez de manière très pudique dans ce roman, excusez-moi, et je laisserai au lecteur le soin de le découvrir. J'ai une dernière question pour Amélie Nothomb, et ensuite je vous inviterai à passer à la séance de signature. On parle beaucoup d'oiseaux dans ce roman. Vous trouverez notamment l'engoulevent oreillard magnifique. Alors pour les gens qui ne savent pas à quoi ça ressemble, j'ai préparé des petits antisèches. Oui. Il est très très beau. Donc voici un engoulevent oreillard, voilà, qui ressemble à un petit dragon. Qui fait environ 40 cm de haut. Et je suis d'accord avec vous, il est superbe. Et en le voyant en photo, oui, il m'a fait penser à un oiseau que moi j'ai vu en Guyane, qui s'appelle la harpie féroce. Vous la connaissez? Mais non, je ne connais pas la harpie féroce. Montrez-la moi. Alors, la harpie féroce ressemble à ça à côté d'un homme parce qu'elle fait presque 1 mètre de haut. Mais ça existe vraiment? Oui.
Mais c'est génial. Oui. Elle porte bien son nom. Hein. Oui, tout à fait. Et j'ai une autre photo également. Voilà, Wow. pour un peu se rendre compte. Je la trouve magnifique. Voilà. Bon, on serait seul face à elle, on serait pas du tout rassuré. Alors, si vous n'êtes pas un paresseux ou un petit singe, ça va. Mais comment vous dire que le paresseux, je n'aurais pas peur, alors que votre harpie féroce, je vous assure que... Et justement, en fait, elle mange les paresseux, en fait. Elle mange les paresseux. Oui. Mais Elle quelle est horreur, si mais costaud quelle que ça. horreur. Mais Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez de cette harpie féroce. Alors, je la trouve sublime, intimidante, mais vous voyez, elle vient de Guyane. La Guyane, c'est tout près de l'Amazonie. Les oiseaux amazoniens, mais je débute à peine dans les oiseaux amazoniens, mais c'est à décourager l'ornithologue. Il y a les oiseaux les plus extraordinaires, et encore, ils sont pas tous répertoriés. Et le très peu que j'en ai vu, mais c'est incroyable, leur diversité, leur monstruosité, leur pouvoir. Et puis alors, j'admire parce que j'ai quand même vu un catalogue d'ornithologie amazonien, j'admire les ornithologues qui peuvent savoir qui est le mâle et qui est la femelle, parce que je vous assure que ils n'ont vraiment aucun rapport. Comment savoir que ça c'est monsieur et ça c'est madame? Ben, bravo de l'avoir deviné, ils se ressemblent pas du tout. Alors, Madame Harpie est vachement plus grosse que Monsieur Harpie. Elle est plus costaud, elle fait presque 10 kilos, alors que Monsieur Harpie, il fait 6-7. Voilà. La saison des amours doit être vraiment très théâtrale. Oui. En même temps, j'aime bien que ça se passe comme ça. Amélie, je vous remercie beaucoup. Merci Marie. Et puis nous allons pouvoir passer aux séances de signature. Alors je vais vous expliquer comment on va fonctionner pour que ce soit un petit peu ordonné. On va passer rangée par rangée, si vous pouvez vous lever rangée par rangée, puis ensuite on pourra inviter les gens qui sont sur le côté à nous rejoindre. Je vous remercie infiniment et puis à très bientôt. Merci Marie, c'était génial.